glisse entre ciel et eau. Ce sont les avions des mers et des lacs. Pégase s'est envolé à leur suite sur le magique lac de Caume. Ce soir, 23h, l'hydraviation met les gaz dans Pégase sur France 3. Alpha 33. Une grande tradition sportive faite de performance et de confort se renouvelle aujourd'hui dans l'Alpha 33 série spéciale Imola. Moteur boxeur 1,3 litre catalysé, 90 chevaux, jantes alliage, phare anti-brouillard, intérieur sport, volant et pommeau cuir, becquet arrière. Alpha 33 Imola, la sportivité en version originale. Adorée des uns, elle ne mit pas longtemps à être haïe des autres. C'est pour moi? Oui, ça me fait plaisir. L'institutrice si belle et si fragile. Monsieur Lanozel appartient à ces familles qui adoreraient l'école laïque si les enseignants étaient des curés. Vous êtes vraiment une drôle de fille. Tu étais au courant pour Madame Langlois? Au courant de quoi? Qu'elle était folle? Jean Carmet, Michel Duchossois, Evelyne Bouix. Les mecs, il paraît que votre maîtresse, elle va dégager. Qui t'a dit ça? Tout le monde sait qu'elle est cinglée. Je vous rappelle toujours votre mère? Tout à fait. Je la détestais. Les Cahiers Bleus, les mercredis de la vie, 20h50 sur France 2. Le marché de l'art est en pleine déprime et la foire internationale d'art contemporain qui a lieu ces jours-ci à Paris le prouve. Crise des cours, crise du désir et même crise de la création, la folle spéculation des années 80 n'en finit pas de coûter cher. Bonsoir, c'est en principe la fin du suspense et l'ex-docteur Garetta s'apprête sans doute à passer la nuit la plus solitaire de son existence. Il est ce soir sur le point de prendre l'avion à Boston pour rentrer en France. Il devrait arriver demain matin à 8h30. Xavier Bodin-Hulin. Garetta, le retour. C'est donc pour demain matin. À 8h35, le vol Nord-Ouest 036 atterrira à Roissy. Et le docteur se constituera immédiatement prisonnier. Il avait 10 jours pour le faire, et il le fait. Le docteur Garetta, qui n'a jamais été en fuite, qui ne s'est jamais caché, et qui a toujours fait face à l'ensemble de ses responsabilités, avait décidé de se présenter si une décision était prononcée à son encontre. Dans quelques minutes, avant de prendre son avion à Boston, le docteur Garetta donnera une conférence de presse, brisant ainsi 3 mois de silence. Une conférence pour redire une dernière fois qu'il se considère comme un bouc émissaire dans cette affaire. Et il faut désormais parler de l'ex-docteur Garetta, puisqu'il a été radié à vie par le Conseil de l'Ordre des médecins, une décision prise après la réunion disciplinaire du 4 octobre dernier. Michel Garetta, ex-docteur, futur détenu pour 4 ans. Le Sénat a relancé cet après-midi la procédure de constitution de la Haute Cour, rejetée par l'Assemblée le 14 octobre dernier. Le Sénat a nommé ses membres. L'Assemblée devrait à son tour, sous l'instigation de l'opposition, redémarrer sa propre procédure, donc à l'encontre des ministres en place à l'époque. Escalade armée depuis hier au Proche-Orient, tir de roquettes à partir du Sud-Liban, bombardements et raids aériens israéliens en retour. La journée a été chaude, même si à Washington, les négociations arabo-israéliennes progressent. Washington appelle ce soir Israël à la retenue. Laurence Mobilier, Xavier Bodin-Hulin. Démonstration de force au grand jour de l'armée israélienne. Un bataillon complet franchit la frontière israélo-libanaise. Des blindés et 16 batteries d'artillerie pénètrent dans la zone de sécurité occupée par l'État hébreu au sud du Liban. Pourtant, Yitzhak Rabin se veut conciliant. Il affirme qu'il aspire au retour au calme et n'a pas l'intention de verser de l'huile sur le feu. Mais on peut parler d'une vraie journée de combat. Une vingtaine de roquettes Katyusha, tirées depuis un secteur contrôlé par le Hezbollah, sont tombées pour la première fois depuis 8 mois au nord d'Israël, à Kiryat Shmona. Un adolescent a été tué et 5 personnes blessées. En représailles, raid israélien dans la plaine de la Beka, objectif des positions palestiniennes et une base intégriste. Pour le moment, l'escalade militaire ne perturbe pas les négociations de paix israélo-arabes qui se déroulent à Washington. Merci et bonne nuit. Brian Mulroney est déçu. Le non au référendum est un revers électoral cuisant pour le Premier ministre canadien.
6 des 10 provinces ont rejeté l'accord qui devait réconcilier le Québec et le reste du pays anglophone. Mais le projet de réforme qui avait demandé de longues négociations est déjà mort. Dès l'annonce du résultat, à Montréal, la rue était en fête. Parmi les indépendantistes, l'espoir renaît. On nous disait constamment « ça marche au Québec ». Si on leur fait peur, ils voteront comme on veut. Ben ça n'a pas marché. On partait du principe que l'erreur est humaine, mais là, il y a un peu trop d'erreurs. Émotion au procès de la catastrophe de la gare de Lyon. Après les débats techniques sur la sécurité, aujourd'hui les familles sont venues raconter combien leur vie a été bouleversée depuis le 27 juin 88. J'attendais ce jour pour dire devant ce tribunal que la fin de mes jours, elle était vouée dans l'angoisse, dans le drame permanent. Et j'avais envie de dire vraiment, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Et personne ne peut plus rien faire à ce mal. Officiellement en vacances, le juge Bruguière est en réalité en Libye. Il poursuit son enquête sur l'attentat du DC-10 d'UTA. L'appareil avait explosé en vol au-dessus du désert du Ténéré en 1989, faisant 171 morts. Le magistrat français a inculpé 4 Libyens, agents secrets du colonel Kadhafi. Il va maintenant tenter de les interroger. Václav Havel, l'ancien président tchécoslovaque à Paris. Il a été admis comme membre associé de l'Académie des sciences morales et politiques. Václav Havel avait démissionné de son poste de président après la partition de son pays. Au Sénégal, en Casamance, au sud du pays, les indépendantistes ont tué hier soir 30 personnes, 30 Sénégalais, dans la région touristique du Cap Skirring. Et ce soir, au Cameroun, le gouvernement vient de proclamer l'état d'urgence dans la province du Nord-Ouest pour cause de manifestations contre le président Biya. Le milieu de l'art est traditionnellement un milieu secret et feutré, même s'il n'ignore pas non plus les coups bas. Cette fois, il est à la fois en pleine déprime et en ébullition. La déprime est due à 3 années au moins de crise après l'incroyable flambée des prix des années 80. L'ébullition est liée à une contestation de plus en plus ouverte des audaces ou des excès de l'art contemporain qui auraient fait disjoncter le marché au-delà du raisonnable. Résultat, à Paris, 1 galerie sur 2 est en difficulté et la FIAC, la Foire internationale d'art contemporain, qui a lieu ces jours-ci au Grand Palais, est plutôt d'humeur maussade. Un exemple, parmi les meilleurs, l'exemple d'un peintre, Robert Combaz, longtemps le chouchou du marché, qui pour Pierre Friedenreich et Pierre Dick analyse avec beaucoup de lucidité ses hauts et ses bas. Pourtant des artistes sont tous descendus, certains de moitié et d'autres beaucoup plus. L'ombre de la crise plane sur les chevalets. Les toiles de maître sèchent indéfiniment dans les ateliers, les commissaires-priseurs se désespèrent et les artistes se désolent. Il y a encore la catastrophe, elle est arrivée, alors maintenant il pourrait quand même se démerder pour arranger ces choses-là. Robert Combas, chef de file de la figuration libre. Pendant les années d'euphorie, ces toiles ont fait l'objet d'une spéculation effrénée. En 5 ans, leurs prix ont quintuplé. Mais ce qui s'arrachait hier 4 se vend aujourd'hui péniblement 2. Et semble même négociable bien plus bas. Ce combat à 100 000 francs, il vaut à peu près la moitié. Je trouve que ça complètement normal puisqu'il les valait pas. Il les valait pas, c'était les spéculateurs qui ont mis ces prix-là. C'est pas moi qui les ai mis. Donc il les valait pas, c'est normal que je baisse. Et puis je vais remonter. Il y en a que c'est pas la moitié. Il y en a que c'est moins que la moitié. Et c'est malheureux pour tout le monde. Moi, les investisseurs, je m'en fous un peu, je vais vous dire. Hein. Je vais vous dire que je m'en fous un peu. Moi, je suis pour le collectionneur, moi. Et vous en avez gagné aussi de l'argent, vous pouvez pas cracher dans la soupe comme ça. Ah non, mais moi, je suis pour la... attention, ce que je viens de dire, c'est que je crache pas, je dis simplement que le gros de l'argent, moi, j'en ai pas bénéficié. Ça m'emmerde qu'il y ait des gens qui ont gagné du pognon sur mon dos et qui ont cassé le milieu de l'art. Et c'est ça qui m'emmerde, voilà, c'est tout. C'est donc dans l'effondrement des cours et l'angoisse des marchands que la 19e édition de la FIAC a ouvert ses portes. Le gribouilleur inspiré, c'est toi de 34 ans, qui peint comme il provoque, en a profité pour mettre en vente quelques-unes de ses pièces. S'il y a des choses qui se vendent, bien sûr, ça fera plaisir. Mais si personne ne peut acheter, parce qu'il vaut mieux acheter des spaghettis ou des macaronis, mais on n'est pas encore à une situation de guerre. Acheteurs, vous l'avez compris, après la folie, c'est le moment. Ici, on brade les prix. Maurice Reims, bonsoir. Vous êtes l'autorité française en matière d'art. La crise d'aujourd'hui, ce n'est quand même pas vraiment une surprise, même si elle est très sévère. Si, ça a tout de même été une surprise. Il est hors de doute qu'un mois avant le début de la guerre du Golfe, personne ne s'attendait à cela.
tout allait sur des roulettes, ou plutôt les palettes roulaient sur les pinceaux, tout allait pour le mieux. Personne ne semblait prévoir cette affaire, qui allait toucher d'une part les couturiers, les gens de l'immobilier, les gens du commerce, même du petit commerce, et surtout les gens de l'art ou le demi-monde de l'art. Le demi-monde de l'art. Alors, ce qui est particulier dans ce monde de l'art, ou ce demi-monde, comme vous dites, c'est qu'il y a en même temps, en tout cas du côté des acheteurs, une crise du désir, comme si les gens n'avaient envie d'acheter que lorsque les prix montent. Parce que là, plus personne n'achète. Non seulement plus personne n'achète, mais vous venez le signaler très justement, une crise du désir. Une crise même de le peu de désir d'aller voir de la beauté. Les musées eux-mêmes enregistrent une baisse de fréquentation des musées. On n'avait pas vu ça, sinon qu'on avait pu voir ça au grand moment des guerres civiles. Par exemple, en Allemagne, au moment du nazisme, les conservateurs de musées allemands se plaignent de la baisse de fréquentation des musées, allant jusqu'à la négation totale. Il ne s'agit pas de dire que nous trouvons dans des situations semblables, mais simplement l'inquiétude financière sur les objets se rejette en quelque sorte, se replie en même temps sur le désir de voir des choses. Guillaume Durand, on connaît de vous beaucoup de choses, bonsoir, mais ce qu'on connaît peut-être le moins bien, c'est votre passion pour l'art contemporain. Vous êtes né dedans, comme vous dites, votre père. Oui, parce que, pardon, une galerie à Paris. Bon, oui, il a une galerie à Paris, il a commencé juste après la guerre, donc c'est une passion d'enfance qui n'a pas beaucoup de rapport avec justement les soubresauts décrits par Maurice il y a quelques instants. Vous êtes vous-même collectionneur, Guillaume. Est-ce que vous continuez d'acheter aujourd'hui? Bah oui, si ça me plaît. Je crois que ça n'a strictement aucun rapport avec le problème de la spéculation et de l'argent. Il y a deux types d'acheteurs. Maurice a beaucoup écrit là-dessus. Il y a les collectionneurs, puis il y a les spéculateurs. Moi, j'ai connu dans ma tendre enfance, pas si tendre que ça, les années d'après la crise pétrolière en 73, plus rien ne se vendait non plus, et ça a duré 5-6 ans. Ça n'a pas empêché la création d'évoluer. Je crois que ce qu'il y a de plus grave dans cette affaire-là, c'est de faire un amalgame total qui voudrait rendre responsables les artistes de la spéculation, qui est une spéculation qui, par bien des aspects, n'a pas de rapport toujours avec le milieu de l'art. Quand des capitaux internationaux s'investissent, par exemple les grandes banques d'assurance japonaises sur les artistes, quelle est la responsabilité de Combaz? On parle aussi beaucoup d'argent recyclé. Oui, d'argent recyclé, bah, ça tient à tout ce qui est commerce. Je crois que c'est pas lié spécialement au mouvement de l'art. Moi, ce qui me fait un peu peur là-dedans, c'est justement de passer d'une constatation économique à un mouvement, j'allais dire, poujadiste culturel, qui consiste à nier à la fois la spéculation, ce qui est normal, mais à nier l'art contemporain aussi. C'est-à-dire, on jette le bébé avec l'eau du bain et on dit tout ça... Alors, avant de jeter le bébé, je vous propose de prendre le cas, non pas d'un spéculateur, mais d'un vrai collectionneur. Il s'appelle Alain Le Sieutre. Après avoir été un grand marchand d'art déco, il a plusieurs fois gagné et perdu dans les montagnes russes du marché. Et dans un mois, il est obligé de liquider ses tableaux pour rembourser les banques. Il a accepté de rencontrer Michel Vial et Patrick Milleriou. Cet homme est un doudingue, un collectionneur doublé d'un joueur, mais le jeu s'avère parfois dangereux. Pour avoir systématiquement acquis au-dessus de ses moyens des œuvres qui ont perdu souvent plus de la moitié de leur valeur d'achat, Alain Le Sieutre se trouve contraint de vendre le produit de toute une vie d'esthète le 24 novembre à Drouot-Montaigne. Je suis puni, si vous voulez, par mon excès d'enthousiasme pour acquérir des œuvres d'art en ne prenant qu'un critère, c'est la grande qualité, l'exceptionnelle qualité. En laissant parler sa passion avant la raison. Je suis un enthousiasme et un optimiste un peu inconscient, en fait un amoureux de l'art, avec tout ce que ça implique du côté déraisonnable. Le meilleur exemple de ma folie d'achat complètement incontrôlée, donc c'était ce tableau de Jean Dubuffet, que j'ai payé à un prix complètement fou à l'époque, et maintenant qui va passer aux enchères avec une perte sur le prix d'achat entre 60 et 70%. Oh, quelle émotion, putain. Oh, putain, j'en ai la chair de poule, j'en ai la chair de poule. Vous ne serez jamais guéri? Non, malheureusement pas pour moi. Et je m'en réjouis, parce que je ne veux pas changer ma propre nature. Au contraire, je crois que tout le restant de mon existence, ce sera mené par cette quête du beau et de la beauté. Mais il existe sans doute une providence des collectionneurs. Lors de la vente du 24 novembre, elle devrait protéger un amateur qui s'est rarement trompé sur ses choix et ne pas le forcer à tout recommencer. Voilà donc la passion. Il y a aussi eu la spéculation et à travers la condamnation de ces spéculations.